Bien. Je vous propose de prendre place, les uns les autres. Nous allons débuter la deuxième partie de la matinée avec la deuxième table ronde, quel VAE demain. Donc vous l'avez compris, on est sur à peu près le même format, à savoir 1 heure, avec une dizaine de minutes de questions avec la salle. Donc, j'ai préparé cette table ronde avec mes 3 intervenants. Quand on met comme titre quel VAE demain, ça laisse beaucoup de perspectives. On va essayer de travailler la table ronde à travers 3 focus. Un premier sur les enjeux de cette réforme de la VAE qui s'annonce. Son utilité pour faciliter la reconversion professionnelle, la réponse à la question est-ce qu'aujourd'hui c'est un parcours du combattant pour l'utilisateur que de rentrer dans un processus de VAE. Vous avez vu la formule, hein, elle a circulé, elle a fait florès. Le deuxième temps, c'est le rôle attendu de tout ce qui est la question de l'orientation, de l'accompagnement des valideurs, la question de l'ingénierie de parcours, la notion d'architecte de parcours. Et le sujet qui est venu d'ailleurs ce matin, et je voulais quand même le signaler, de la question de l'ingénierie collective, qui est posée aussi autour de la VAE. Voilà, on va essayer d'ouvrir les pistes sur ce deuxième focus. Et le troisième, sur la question du pognon, classique, le financement d'une VAE boostée, telle qu'a attendu, le coût des jurys, le reste à charge, le rôle des acteurs publics et privés, les branches professionnelles, derrière tous les sujets que cela emporte. Alors, voilà un peu les 3 focus qu'on va essayer de traiter successivement, en essayant de pas tout manger d'un coup, sur ces différents sujets. Pour m'aider à travailler la question, pour nous aider dans notre réflexion, alors j'ai d'abord Claire Quéchat. Alors Claire, si tu veux bien venir, merci. Voilà, tu vas te mettre là. Alors Claire Quéchat, qui est la déléguée générale des acteurs de la compétence, une organisation professionnelle du secteur, mais surtout qui est la co-rédactrice du rapport qui a été publié en mars dernier de la VAE à la REVA, hein, de la VAE à la reconnaissance de l'expérience tout au long de la vie. Donc merci Claire de libérer ton temps pour nous orienter, nous ouvrir un peu les mises en perspective. Et c'est vrai que ce rapport qui est disponible en ligne, a été un jalon important dans tout ce qui va se passer pour la suite. Alors la deuxième personne que j'appelle, c'est Olivier Gérard. Olivier, tu vas te mettre à côté de Claire, si tu veux bien. Merci. Alors, Olivier Gérard, c'est un expert sur les financements de la formation. On ne va pas raconter tout son parcours professionnel. Là, il est ici à titre de chef de projet REVA au sein de l'équipe beta.gouv.fr qui est placée auprès du Premier ministre. Là aussi, il est un tout petit peu sollicité dans la période actuelle. Et je voulais vraiment et chaleureusement le remercier lui aussi pour libérer du temps pour notre rencontre de ce jour. Le troisième participant à ma table ronde, c'est Olivier Philippe. Merci Olivier, si tu veux bien à côté, voilà. Et alors Olivier Philippe, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait sur la VAE, Olivier? En réalité, c'est donc le directeur général d'Uniformation, l'OPCO de la cohésion sociale, mais il est partie prenante à la deuxième phase de l'expérimentation REVA, et donc c'est pour cela que nous avons sollicité Uniformation en la personne de son directeur général. Alors, les différents intervenants à cette table ronde m'ont dit, Joël, on a beaucoup de choses à dire, on aimerait que ça soit un peu, qu'on puisse prendre la parole les uns les autres, mettre en perspective, donc on va faire ça vraiment en format échange. Mais quelques éléments de contexte que vous connaissez tous, puisque là, évidemment, nous sommes entre professionnels, hein. Encore que ce serait bien, même si nous sommes entre professionnels, de rappeler quelques basiques, c'est pas inintéressant non plus. La reconnaissance des compétences acquises pour accéder à un emploi, notamment pour les personnes peu ou pas qualifiées, pour les actifs qui alternent des périodes de chômage, des périodes d'emploi, la reconnaissance dans ces cas-là devient
un enjeu clé pour le pays. Et selon le gouvernement, l'usage face à cet enjeu de la VAE est trop limité. Pour mémoire, on a à peu près 1 million d'utilisateurs du CPF, enfin 990 000 en 2020, qui utilisent le CPF, le compte personnel de formation, pour bénéficier d'une formation professionnelle. On a à peu près 100 000 interventions de conseils en orientation, oui c'est ça, en entretien professionnel, en orientation professionnelle. Et on n'a que 25 000, alors à peu près, VAE. Donc le sujet, c'est face à un enjeu croissant, en plus une demande des gens de faire évoluer leur orientation professionnelle, de faire évoluer leur parcours professionnel, avec même des phénomènes, vous savez, le terme américain de big quit, d'ailleurs des personnes qui d'ailleurs décident de ne plus continuer dans leur secteur professionnel, de faire autre chose. On a une demande sociale très forte sur cette question-là. D'une demande sociale très forte de mobilité professionnelle, une demande très forte de reconversion professionnelle, au même moment où du côté du monde économique, on est confronté à des problèmes de pénurie d'emploi, de pénurie d'emplois qualifiés, de chasse aux talents comme jamais, donc un marché du travail qui est sous tension, comme nous ne l'avons pas connu depuis longtemps. Et donc, c'est dans ce contexte-là, évidemment, que lorsqu'on entend les pouvoirs publics, la question est posée de voir si la VAE rentre dans ce processus, nous aide dans ce processus de transformation sur le marché du travail, ou est-ce que ça reste quelque chose qui sera à part. Et donc, la démonstration, je pense, ça va être de dire non, on ne peut pas se permettre que la validation des acquis de l'expérience ne rentre pas, ne vienne pas faciliter cette grande question sociale qui traverse le pays. Et d'ailleurs, pour ça, il y a un projet de loi, un premier texte, mesure d'urgence sur le marché du travail, qui élargit la préparation de la VAE aux dépenses éligibles. C'est un petit texte, pour ceux qui l'ont regardé, on se dit, mince, alors il n'y a que 3 petits articles, mais petit texte qui emporte pas mal de conséquences, et qui surtout, en réalité, annonce d'autres choses. On rentre dans un processus où nous allons partager ensemble ces différentes transformations. Alors on a beaucoup de chance, et je terminerai mon propos liminaire, parce que le ministère du Travail voulait organiser une grande conférence de lancement il y a quelques jours de cela, qui finalement ne s'est pas montée parce qu'il y avait un temps de concertation plus long. Et donc on a le privilège, nous ici, dans cette salle, d'être les premiers en présentiel, c'est le cas de le dire, sur ces sujets-là. Et donc je vous le dis parce que quand même c'est plutôt bien, et d'avoir notamment ceux qui sont un peu au cœur de ce qui est en train de se préparer et de s'annoncer sur la réforme de la VAE. En tout cas, je voulais vous le dire et remettre ça en contexte. Alors, pour commencer et avancer sur notre sujet, je vais d'abord demander à Claire Kéchat, sur le premier focus, ce sont finalement les enjeux de la réforme qui s'annoncent. On l'a dit, besoin d'espoir professionnel, rigidité de marché du travail. Est-ce qu'il y a des freins réels ou supposés de la VAE, Claire, qui ne permettraient pas de répondre à cet enjeu sociétal? Est-ce que l'accès aux qualifications reste compliqué? L'accès aux diplômes et aux hautes qualifications professionnelles? Est-ce que finalement, c'est notamment pour les personnes les plus éloignées de l'école, changer, évoluer dans l'emploi reste un parcours du combattant, une difficulté? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il faut que j'appuie, c'est ça? C'est ça, il faut que tu appuies. Je m'approche, je suis voilà. Désolée, c'est compliqué la table en dessous. Bonjour à toutes et à tous. Tu m'interroges sur les freins, je vais évidemment essayer d'y répondre et puis surtout projeter sur les enjeux aujourd'hui. Les freins de la VAE, tu les as évoqués, je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Un constat basique, c'est des pertes en ligne tout au long du processus, tu l'as dit, entre les personnes qui seraient intéressées et la sortie. Alors, elles ont du sens ou pas. Et on s'est attaché avec mes co-rédacteurs à essayer justement à chaque étape d'identifier si c'était logique ou pas qu'il y ait de telles pertes en ligne. Aujourd'hui,
un chiffre, je pense que vous avez tous en tête, alors il date d'avant le Covid, c'est le dernier que j'ai, 50% des demandeurs d'emploi, 50%, n'ont aucune certification identifiée, j'entends. Ce qui me semble à la fois démesuré, puisque forcément ils ont acquis un certain nombre de compétences, et en même temps un frein de fait si on veut atteindre le plein emploi, et là je me situe évidemment dans les orientations qui viennent d'être évoquées. Premier enjeu, est-il acceptable aujourd'hui qu'on accompagne des personnes vers l'emploi sans identifier et pouvoir vraisemblablement valider les compétences qu'ils ont acquises? Et là je parle que des demandeurs d'emploi. Deuxième enjeu, et je pense que ça va être de nature à tirer la VAE, donc c'était peut-être un frein avant, je ne sais pas. Les métiers de demain, on n'arrête pas, et ça c'est pas nouveau, mais c'est assez récent, de dire que les métiers de demain on les connaît pas, que les carrières elles évoluent à un rythme effréné, et que on ne peut plus, alors c'est une image un peu ancienne, mais on ne peut plus aujourd'hui démarrer sa carrière avec son diplôme, et puis on vit sur son diplôme toute sa vie. Non seulement on ne peut plus, mais ce n'est plus acceptable, ni pour les entreprises et pour les individus. Accepterait-on aujourd'hui d'aller voir un médecin? Je prends exprès une certification waouh. Oui, c'est pas premier niveau de qualification. Voilà, ouais. On est bien d'accord. Même un médecin, on n'irait pas le voir si on n'a pas confiance sur le fait qu'il se forme de manière validée, c'est-à-dire certaine, tout au long de sa vie. Donc je prends exprès l'autre bout, évidemment. Donc aujourd'hui, on acquiert des compétences, et on le sait, et il va falloir acquérir des compétences. Les entreprises attendent qu'on monte en compétences. Il est inimaginable de participer, d'accompagner ce mouvement sans l'accompagner également d'un dispositif qui permet de les acter, de les certifier, de les valider, ces compétences acquises. Et donc, il me semble qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui où tout s'accélère, la VAE a un boulevard, à condition bien sûr de sécuriser le dispositif, de sécuriser également le parcours des personnes pour pouvoir se développer. Et il est donc, à nouveau, pas acceptable que par rapport aux personnes qui pourraient rentrer dans le dispositif et aux personnes qui en sortent, il y ait un tel goulot d'étranglement qui existe, et on ne peut que le constater. Je dirais un troisième paramètre. Alors, pour moi, c'est toujours pareil. Je réponds en levier plutôt qu'en frein, mais c'est la partie un peu positive. Le Covid, moi, je l'ai constaté. Le Covid a accéléré des choses des tendances qui étaient déjà en cours, heureusement. C'est pour ça que ça a pu s'accélérer. Ce qu'on voit peut-être moins et que vous vivez, je pense tous, c'est aussi que ça a accéléré des nouvelles pédagogies. Alors, je vais un peu parler boutique, mais le métier de formateur n'est pas le même à distance. La notion de, un peu basique, je donne une règle où j'explique quelque chose, on s'entraîne et puis on mesure si la compétence est acquise, qui est un peu la pédagogie basique. Il y en a plein d'autres, mais c'est quand même un des moteurs aujourd'hui pour transmettre et accompagner les personnes, est complètement inversé avec le média numérique. Encore une fois, c'est pas nouveau, mais avec le Covid, ça s'est accéléré. Être formateur avec un groupe à distance, c'est beaucoup plus les interroger sur comment ils ont vécu ce qu'ils viennent de lire ou d'apprendre, et de susciter énormément d'échanges entre les personnes. Tout ce qu'on appelle l'analyse réflexive, elle est aujourd'hui, je pense, au cœur du métier de formateur, quitte à ce qu'ils travaillent, bien sûr, sur des pédagogies complémentaires. C'est le point nodal, me semble-t-il, de toute la démarche de VAE, qui est justement d'analyser le vécu, de concrétiser son vécu en compétences, etc. Et donc, troisième et dernier point, je vais m'arrêter là, c'est, me semble-t-il, un point important qui ne devrait que favoriser la VAE, puisque c'est complètement en ligne avec une nouvelle dimension de la pédagogie. Encore une fois, ça ne remplace pas tout le reste, mais c'est une nouvelle dimension qui est aujourd'hui extrêmement forte. Alors, on voit à peu près la question des enjeux. Dans l'intervalle, à peu près au moment où le rapport va être publié, le ministère lance une expérimentation. Ça, c'est pas habituel, en mode agile, dit-on, visant à essayer de préfigurer ce que pourrait être la VAE de demain. Alors, Olivier, de quoi s'agit-il ? Merci. Bonjour à toutes et à tous.
Alors effectivement, nous sommes repartis évidemment du rapport produit par l'équipe David Rivoire, Claire Guéchat et Yannick Soubien, mais aussi du rapport IGAS. Ouais. L'idée, c'était de regarder ce qu'on appelle l'ensemble des irritants d'un parcours, c'est-à-dire de regarder tous les points de blocage et tous les taux d'abandon. Je vous donne juste un autre chiffre. Un candidat qui se renseigne pour aller à la VAE a à peu près 10% de chance d'aller au bout de son dispositif. Donc c'est un point fondamental et donc on a pris tous les irritants, toutes les difficultés rencontrées par les candidats et par l'écosystème en règle générale pour poser des hypothèses. Et ce qu'a voulu faire Elisabeth Borne quand elle est devenue ministre du Travail, c'est de challenger ces deux rapports. Le rapport IGAS était quand même assez dur, assez factuel, et le rapport qu'a produit l'équipe de Claire était un rapport de vision. C'est-à-dire, voilà où on veut aller, il y avait moins de chiffres, mais plus une vision de ce que pourrait être la société des compétences demain, la logique de parcours. Et donc on a essayé de croiser ces deux approches, et pour la première fois, la ministre du Travail a fait quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement, elle a signé ce qu'on appelle une lettre de couverture. Une lettre de couverture, c'est-à-dire je vous garantis, je vous couvre juridiquement pour tester des innovations d'approche en partant des hypothèses que nous avons posées sur le rapport Rivoire et IGAS, en disant que vous allez vous affranchir d'un certain nombre de dispositions du Code du travail et de l'éducation pour tester une potentielle réforme. On a regardé tous les points donc de l'étape de renseignement, de l'étape de recevabilité, l'accompagnement, les financements, la gestion des jurys. Et on a regardé tous les taux d'échec et les taux d'abandon à chacune des étapes. Et on s'est dit, si nous remplaçons telle et telle étape, qu'est-ce que ça génère chez le candidat? J'entendais tout à l'heure un intervenant qui disait une loi de faux monnayeur. L'objectif n'est pas de dévaloriser le titre et le diplôme. L'objectif est de moderniser, simplifier, sécuriser, en ne touchant pas à la valeur du diplôme. Le diplôme reste, ou le titre professionnel reste de sa valeur. Et même s'il est rigide, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je sécurise un parcours, comment je le modernise, comment je le simplifie. Avec une approche, et c'est ça qui est intéressant, c'est on met l'usager, donc le citoyen, au cœur du système, et pas l'écosystème autour du citoyen. Alors vous avez choisi quoi pour faire l'expérimentation? Des hauts niveaux de qualification qui seront un peu capables et un peu agiles, c'est ça? Comment? Pour l'expérimentation, vous avez choisi quel type de formation? Des hauts niveaux de qualification? Pas du tout. On a décidé de travailler avec justement des non-diplômés. Des gens qui n'avaient aucun diplôme. Ah, donc le plus difficile. Le plus difficile, de construire notre approche itérative en démarche du X-Design, c'est-à-dire, bon, est-ce que tu comprends ce qu'on va faire dans cette démarche-là? Donc des enquêtes. Et on a testé sur un premier groupe de 150 demandeurs d'emploi dans les métiers du care, donc sans aucune qualification, une démarche modernisée à partir de leur vécu professionnel. Les métiers du care, tu veux dire Donc, prendre soin, on dit chez nous. Voilà. Prendre soin, de la dépendance, des services à la personne, etc. D'accord. Et nous avons remis notre premier rapport à la ministre du Travail de l'époque, en même temps que le rapport de Claire Guéchat et de son équipe, pour dire ce qu'ils ont raconté, c'est pas si inintéressant que ça. Et voilà comment on peut challenger et moderniser les textes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons préparé une deuxième phase d'expérimentation, cette fois-ci non plus in vivo à 150 demandeurs d'emploi, mais nous l'élargissons à 3500 salariés, tout public, demandeurs d'emploi et salariés, mais aussi les aidants familiaux. Cette expérimentation a démarré il y a quelques semaines et elle préfigure effectivement le projet de texte qui va arriver au Parlement sous forme d'amendement. Vous avez un texte général, il va y avoir un certain nombre d'amendements qui vont être proposés pour que, globalement, nous commencions à donner une dynamique et une approche de parcours et de sécurisation, de modernisation et un modèle de simplification aux candidats. Qu'est-ce que nous avons challengé? L'étape de recevabilité. Alors l'étape de recevabilité, je ne vais pas vous la décrire très longuement, mais c'est un carcan administratif, la logique de preuve, le CERFA, le fameux CERFA qui enclenche le processus, qui fait, entre parenthèses, fait porter le traitement de la donnée publique à partir de ce document-là, et le CERFA globalement est porté par les candidats. Donc nous avons supprimé cette étape en la remplaçant par quelque chose d'intéressant, non pas du low cost, mais de remettre l'accompagnement en amont du dépôt du dossier. C'était une des préconisations du rapport, de dire est-ce que si on démarre l'accompagnement un peu plus tôt, est-ce que si on fait ce taux de recouvrement des compétences exercées avant
de déposer son dossier? Est-ce que ça a du sens, de la valeur? Est-ce que ça simplifie? Est-ce que ça sécurise? Est-ce que ça permet au candidat de faire ce travail réflexif au lieu de faire un travail de compilation de données qui n'a pas beaucoup de valeur? Et donc nous avons testé ce que nous avons appelé une étape dite de faisabilité. Donc ça explique le projet de loi, en fait, qui élargit la couverture financière du processus. Absolument. Donc l'étape de faisabilité, elle se fait au démarrage et elle permet de rassurer le certificateur sur le parcours de l'individu et en tout cas son vécu expérientiel. Et nous avons rajouté une deuxième chose. Dans une logique de sécurisation, c'est des actes formatifs complémentaires modérés pour aussi garantir au candidat la logique, ou en tout cas garantir la réussite de son projet. Exemple, il me manque un mini-bloc de compétences sur une expérience particulière, il me manque, je ne suis pas très à l'aise avec le numérique, je ne suis pas très à l'aise en français, il me manque une formation sauveteur secouriste du travail pour avoir définitivement mon diplôme parce que je ne l'ai pas eu, eh bien nous avons intégré une logique de construction d'un parcours modulaire au démarrage par ce fameux architecte de parcours qui va donc définir l'étape de faisabilité, qui va donc définir le parcours et qui va en même temps traiter l'approche financière. Alors on ne parlera pas de l'architecte de parcours tout de suite, non. C'est juste après. Donc, idem sur l'approche financière, ce que nous avons testé, challengé. On sait aussi que c'est un véritable parcours du combattant sur les financements, en fonction de son statut, de là où on habite. Et ça aussi, on en parlera juste après. Et donc, tu me casses pas ma progression pédagogique, s'il te plaît. Ensuite, qu'est-ce que nous avons challengé? Nous avons challengé l'approche des jurys. Oui. Et donc, nous avons regardé le parcours de tout en bout. Et nous avons segmenté ce parcours en faisant des hypothèses et surtout en mesurant l'impact du taux d'abandon de sécurisation du parcours du candidat. Et les qualifications qui étaient visées, c'était donc des titres ministère du Travail? Non, nous avons fait un premier pool de certificateurs qui ont envie de jouer avec nous, parce que c'est aussi compliqué de faire la transformation publique, on le mesure tout le temps. Ministère du Travail, ministère de la Cohésion sociale, la branche du salarié du particulier employeur, la Croix-Rouge française et l'enseignement agricole privé. 5 certificateurs. La deuxième certification, la deuxième expérimentation est élargie à tous les certificateurs ministériaux, c'est-à-dire on y rajoute la santé, on y rajoute l'éducation nationale, le MESRI, l'agriculture, et plus les 4 qui sont à l'origine avec nous. Et là on travaille cette fois-ci non pas sur les métiers du care, mais sur les métiers du care élargis aux soins et à la petite enfance sur des diplômes de niveau 3 au niveau 6. Et c'est pour ça que Olivier Uniformation est rentré dans la boucle en fait, par rapport aux branches professionnelles qui sont dans son champ. Oui, tout à fait. Donc les branches professionnelles du prendre soin, qui couvrent chez nous en fait donc les métiers de la petite enfance, les crèches, l'aide à domicile, et puis de façon plus large, tous ces métiers qui font sens et qui font lien. Alors c'est vrai que lorsque le rapport a été présenté, nos branches n'ont pu qu'être extrêmement attentives, puisqu'elles sont vraiment dans ce sujet-là et que historiquement, les certifications que Olivier vient de citer sont parmi les plus visées par la VAE. Donc on a pris langue avec la DGFP et l'équipe de Betagouv pour voir dans quelle mesure nous pouvions nous immiscer dans ce processus que nous imaginions extrêmement fructueux pour nos branches, qui ont eu donc un premier point de contact qui a achevé de les convaincre de la pertinence de cette expérimentation. Et puis, chemin faisant, je dirais, on s'est trouvé des accointances plus administratives, cette fois-ci, avec l'équipe de Betagouv. Et le ministère du Travail a confié à Uniformation deux missions. Déjà, le recensement des architectes de parcours qui sont aujourd'hui appelés à accompagner les bénéficiaires de VAE. Et puis, toute l'obscure machine de back-office bêtement administratif et financier, mais qu'il fallait bien faire porter par quelqu'un. Et donc là, vous débutez dans la deuxième phase, c'est ça Alors oui, comme le disait à l'instant l'autre Olivier. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se tromper, Philippe et Gérard, on est d'accord. En plus, vos noms, c'est des prénoms, donc c'est compliqué là. Voilà. Ouais. L'expérimentation, donc,
On a travaillé ensemble tout au long de l'été. Alors Olivier a essentiellement travaillé avec les certificateurs, nous c'était plus technique. Le site a été ouvert, c'était lundi dernier, me semble-t-il. Donc je crois que les premières prises de contact sont désormais faites. D'accord. Donc voilà, c'est quelque chose qui débute, mais qui est prometteur. Alors, deuxième temps de la façon dont essayer de décortiquer un peu ce qui est en train de se mettre en place de la réforme de la VAE, c'est l'ingénierie de parcours. Avec cette ambition qu'a rappelé Olivier Gérard de mettre le bénéficiaire, de remettre le bénéficiaire, l'accompagnement au centre du processus, et cette notion d'architecte de parcours. Alors, Claire, dans le rapport, vous aviez pointé ce sujet. Moi, j'entends que ce sujet de l'accompagnement, aujourd'hui, génère pas mal d'inquiétudes. En fait, on a aujourd'hui des conseillers dans les différents grands réseaux qui permettent de préparer les personnes dans le processus de VAE, qui travaillent autour de la recevabilité, mais cet architecte de parcours, qu'est-ce qu'il fait? Il se substitue dans votre esprit? Comment vous le voyez? Et en quoi c'est différent du job qui est aujourd'hui conduit par les conseillers des différents réseaux? Alors, ce que nous avons préconisé, nous, suite aux différents entretiens que nous avions eus, la dynamique générale de la VAE, je rappelle, c'est qu'avant, c'était effectivement un peu un processus de réparation pour ceux qui n'avaient pas pu passer un diplôme. Aujourd'hui, puisqu'on est tous en acquisition de compétences permanentes, c'est une dynamique de parcours. Et dès qu'on parle de parcours, on voit bien l'importance de l'accompagnement. C'est vraiment ça qui génère l'importance de l'accompagnement. Cet architecte de parcours, globalement, si je résume, il audite, il diagnostique avec la personne son parcours et les compétences qui sont acquises, il les liste, il liste celles qu'il manque en fonction du projet professionnel et de la certification visée, et il doit aller jusqu'à, et c'est ça que c'est la force, à dessiner le parcours multimodal. Donc on y reviendra, mais oui, je vais parler de la IVE tout à l'heure. Voilà, tout à fait, de la FES, etc. Donc le parcours pour acquérir ce qu'il manque. Donc on voit bien qu'à partir du moment où il accompagne une personne sur les compétences acquises, une prescription finalement de parcours derrière et la mise en route, la sécurisation de la personne, ce métier est un métier en tant que tel, à part entière, et tu l'as évoqué, on a eu d'autres dispositifs, on a d'autres dispositifs, CEP, etc. L'accompagnement aujourd'hui est un vrai métier qui se distingue du certificateur en tant que tel, puisqu'on est dans l'accompagnement des personnes et il peut tout à fait s'exercer, tout certificateur confondu. Alors ce qui va dans un sens va dans l'autre, puisque l'accompagnement peut permettre finalement d'accompagner une personne dans le processus de VAE, indépendamment des conseillers de certification. Donc ça veut dire qu'en gros, on a une certification, on a une ambition d'une personne d'aller vers cette certification. Finalement, il y avait deux profils qui intervenaient, le conseiller en évolution professionnelle en amont et ensuite le certificateur qui peut faire de l'accompagnement. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est l'ensemble de ce processus-là qu'il faut pouvoir reconnaître, valoriser à travers l'émergence de cet architecte de parcours. En tout cas, c'est ce que nous avons préconisé. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment remettre l'accompagnement comme un métier avec une ingénierie des compétences propres. D'ailleurs, la présente loi va dans ce sens-là. Il y a le métier de certificateur, il y a le métier de formateur. Et vraisemblablement, aujourd'hui en tout cas, il y a la place pour que, moyennant bien sûr des exigences, un cahier des charges, etc., l'accompagnement prenne une vraie place. Ça nous semble en tout cas une condition indispensable si on veut véritablement développer la VAE. Alors Olivier, Gérard, donc concrètement ça va se traduire par rapport à cette ambition du rapport et ce qui avait été annoncé, ça va se traduire comment? On va décorréler accompagnement et certification. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturer les certifications si ceux qui s'en occupent ne connaissent pas la certification
qui est comment dire, accompagné, est-ce qu'on risque pas de créer de la fausse monnaie, pour prendre l'expression, à savoir, et voire même créer de l'illusion, parce que on va accompagner des gens vers une certification formelle où ils ne seront pas en capacité d'y accéder. En fait, on décorrèle la certification de tout ce qu'il amène. Bon, ben j'en reste là pour l'instant. J'en reste là. Olivier. C'est le sujet. C'est le sujet. C'est le sujet, c'est-à-dire que, bien évidemment, les préconisations qui ont été portées, on les adore. Uh-huh. Après, il y a le principe de réalité. C'est-à-dire que le principe de réalité fait que les certificateurs, en règle générale, sont très attachés à cette étape, en tout cas considèrent que c'est pour les freins qu'on a évoqués, où l'accompagnateur ne connaît pas assez le diplôme, etc., etc. Ceci étant, on a donc mis les deux hypothèses sur la table. Un architecte de parcours dit neutre et un architecte de parcours représentant le certificateur. Et donc, ça fait partie de l'expérimentation qu'on va challenger. D'accord. Donc, dans la nouvelle expérimentation, on a pris les deux options. Très sincèrement, on n'a pas d'idée. Quand je dis on n'a pas d'idée, on n'est pas sûr que l'hypothèse posée par le rapport Ivoire, Guécha et Soubien, le rapport en général, et oui, voilà, c'est vrai. Oui. Le rapport de Claire et de David, Voilà, c'est ça. et la position des certificateurs. Donc on a pris les deux hypothèses dans la phase 2 de l'expérimentation, en sachant que quand même, ce qui nous anime, et si on devait challenger cette future fonction d'architecte de parcours, c'est sa connaissance quand même malgré tout de ce que c'est qu'une logique de filière, de l'articulation entre un titre et un diplôme et un champ conventionnel. Oui. Comment je prends un exemple très simple. Dans les métiers du CARE, je reprends toujours Madame Michu. Madame Michu, qui a une expérience de 5 ou 6 ans dans les services de dépendance, elle choisit. Elle a la compétence ou la capacité de choisir entre un DEAES, un ADVD, un ADVF. C'est globalement le même titre, le même diplôme, 3 certificateurs différents. Par contre, la subtilité du titre et du diplôme, son référencement ou non sur telle ou telle convention collective, son lien avec sa carrière et son projet professionnel, si elle veut travailler plutôt chez un particulier, plutôt chez une structure, plutôt en maison de retraite. L'objectif, en fait, c'est aussi de l'aider à trier. Et donc le rôle de cet architecte de parcours, c'est aussi d'essayer de trier les titres et les diplômes. Et donc, à contrario, si on donne cette fonction d'architecte de parcours corrélée avec le certificateur, y aura-t-il ou pas une réorientation possible du candidat qui va démarrer, qui va dire bah, je prends la DVF ou la DVD, non, c'est pas tout à fait la DVD, et on réoriente. Et donc, du coup, on va mesurer le taux de réorientation des candidats dans la deuxième expérimentation pour voir si les architectes de parcours qu'on a, entre guillemets, labellisés, référencés dans REVA, qui représentent des certificateurs, vont jouer le jeu de la réorientation du candidat vers le bon titre et le bon diplôme. C'est un vrai enjeu. Et donc, on n'a pas d'idée. On challenge, oui. On va voir, on va mesurer, et on aura une vision à peu près précise de cette approche-là, vraisemblablement à partir de début janvier, début février. C'est pour ça que j'ai entendu des voix qui disaient oui, alors en fait, le risque, c'est que le certificateur qui a une sorte de propriété intellectuelle sur le certificat, quel que soit titre, diplôme et autres, pourrait voir en fait une sorte de remise en cause de ce monopole entre guillemets de collation de son titre et de son diplôme. Non, en fait, ce que vous êtes en train de dire dans l'expérimentation, c'est qu'on choisit les deux options. En fait, il s'agit bien d'accompagner quelqu'un vers. On ne touche pas en fait au cadre académique du titre, du diplôme ou de la certification, et voire même si celui-ci peut poser problème. Oui, absolument. D'accord. Je réponds comme ça à une question en aparté tout à l'heure autour du café sur le sujet. D'accord. Oui, donc c'est pas tout à fait ce que d'aucuns m'avaient susurré à l'oreille. En plus, quand je dis qu'on a vraiment pas de point de vue affirmé, c'est réellement sincère. C'est-à-dire que la démarche que nous conduisons était vraiment une démarche itérative, qu'on n'est pas sur quelque chose qui est figé. Oui. Et que derrière tout ça se posent toutes ces questions. D'accord. Mais aussi
de monter en compétence des futurs, entre guillemets, architectes, accompagnateurs de parcours, parce que ça va être un autre métier. Ça veut dire que globalement, c'est comment on rechallenge les acteurs actuels de l'orientation, de l'accompagnement pour endosser ce type de nouveaux métiers, plus techniques, plus précis. Et donc tout ça est embarqué dans la deuxième expérimentation. Alors, on parle beaucoup de l'accompagnement de parcours du point de vue du bénéficiaire, c'est-à-dire de celui qui va aller jusqu'au bout du processus, et j'ai bien entendu l'esprit, c'est qu'il y ait le moins d'abandon possible tout au long du processus pour rebooster, pour prendre l'image, la VAE de demain. Donc très bien, mais quid, parce que quand même on en a beaucoup parlé, des compétences collectives, quid de l'entreprise, est-ce que finalement parler de gestion prévisionnelle des emplois des compétences articulées à de la VAE, c'est une chimère? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire, Olivier? Alors, Philippe. Je suis désolé, je vais un peu démolir mon raisonnement. Ton raisonnement. Je souhaiterais en fait rebondir sur ce qu'a dit. Ah oui, donc tu casses ma progression pédagogique. D'accord. Mais c'est délibéré et assumé. C'est vrai qu'il y a cette vraie question de réorientation. Alors, de mon point de vue, j'ai une petite idée là-dessus parce que Uniformation, naguère, fut opérateur du CEP. Ah oui, c'est vrai. Tu faisais partie des OPCA qui l'étaient. Voilà, puisque j'étais également au passif, et donc opérateur du CEP. Et on voit que derrière, il y a bien une logique de connaissance de secteur professionnel pour être pertinent. C'était ce qu'on, je dirais, sur le CEP 1.0, c'était ce qu'on pouvait vivre, et on en voyait toute l'efficacité. Après, dire qu'aujourd'hui, un certificateur a un marché captif, pas vraiment, puisque aujourd'hui, il est rare qu'un demandeur aille directement voir telle ou telle certification, notamment dans les bas niveaux de qualification, parce qu'en gros, il est devant un grand labyrinthe, il ne se jette pas tête baissée là-dedans, donc il est accompagné alors d'une autre façon, mais il reste accompagné, donc je pense que les craintes des certificateurs, on peut peut-être les modérer. Pour répondre à ta question, c'est vrai que, surtout là aussi de ma fenêtre d'OPCO, l'employeur, l'entreprise a toute sa part à jouer dans ce processus de VAE. Pour reprendre une expression que j'ai bien aimée d'un interlocuteur qui devait s'exprimer devant le refus du décrochage, la journée qui disait que oui, aujourd'hui on n'est plus dans une logique de stock mais de flux. Et je pense que les entreprises aujourd'hui, elles sont bien là-dessus. Alors, vont-elles toutes passer le stade de l'entreprise apprenante ? Peut-être pas, mais peut-être que certaines sont des Monsieur Jourdain de l'entreprise apprenante et le font sans l'avoir formalisé. Et on voit que quand même, pour que les choses se fassent, notamment sur les premiers niveaux de qualification, une approche collective à deux titres, c'est-à-dire peut-être simplement sur l'accompagnement d'une dynamique lorsque vous avez plusieurs certifications qui sont visées par des salariés, ou même l'accompagnement, je dirais, d'une mini-promotion. Ça, on fait beaucoup. Là, pas plus tard que la semaine dernière, on a une grosse crèche parisienne, la Maison Kangourou. Kangourou, c'est ça ? Voilà. Qui a actuellement presque 70 collaborateurs qui sont sur ces démarches-là et qui systématiquement, à l'entrée des collaborateurs dans l'une ou l'autre des crèches, vont leur parler dès le départ de ces dynamiques de VAE. Alors, c'est renforcé par le contexte réglementaire des crèches, où vous savez peut-être, il doit y avoir un certain nombre de professionnels qui doivent être qualifiés pour que la crèche puisse s'ouvrir. Donc, dès le départ, on leur parle de VAE pour aller sur des diplômes d'auxiliaire de PR, sur du Café Ruisse, sur de l'EJE. Et ça marche parce qu'il y a cette démarche collective. Donc, je pense qu'il est important pour demain de penser à articuler une vision très souple, très directe, telle que peut porter l'expérimentation, avec peut-être aussi une dynamique employeur. Oui, Claire, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, juste, on parle beaucoup de certificateurs aujourd'hui. Quand on parle de VAE, c'est les certificateurs publics.
puisque tu parles de l'entreprise, il y a des certificateurs privés. La réforme précédente, elle a ouvert et changé. Tu penses aux open badge et tout ça? Je pense aux branches professionnelles, aux CQP, ouais. qui sont pour une bonne partie, je suis ravie et qu'Henri soit là, être accessibles à la VAE, mais également de titres professionnels privés qui sont dans le répertoire national des certifications professionnelles. Aujourd'hui, ça existe, la loi elle est là, et je crois qu'il faut pas, on doit pouvoir raisonner en parlant de certification et d'accompagnement avec l'ensemble. C'est une des préconisations qu'on a fait dans le rapport, d'associer aussi la conférence des grandes écoles, les certificateurs privés, etc., dans un collectif et réfléchir à l'avenir demain. Je rappelle, si on remet aux enjeux, les enjeux sont énormes. C'est pas un petit lifting de la VAE que, en tout cas, nous préconisons. Évidemment, tout est peut-être pas à reprendre, et d'autres se chargent, et Olivier est là pour ça, notamment de la mise en œuvre. Donc, il y aura sûrement des ajustements. Mais l'idée, c'était vraiment de franchir une immense marche. Donc, si on veut être à la hauteur des enjeux, il faut élargir aussi et laisser une place, particulièrement à l'entreprise, qui est vraiment au cœur du dispositif. Mais l'énorme marche en nombre, c'est quoi? Quelle serait l'ambition? L'ambition... on est à 25 000 à peu près par an. L'ambition de la Première ministre, qu'elle affiche très clairement, c'est de passer de 25 000 à 100 000 en fin de mandature. À 100 000 100 000. Claire dit 200 000, mais si on fait 200 000 Voilà, non, la volonté politique, celle qui commence à être affichée, c'est 100 000 parcours par an à la fin de la mandature. Deux choses par rapport à ça. Sur la mise en visibilité des titres et des diplômes, c'est fondamental qu'effectivement on mette en avant notamment les titres des branches professionnelles et l'ensemble des titres pour NCP. Et là, c'est compliqué pour nous parce que la mise en visibilité des titres et des diplômes, la manière dont on sont écrits, le fait d'identifier sur le nom du titre et du diplôme, la manière dont c'est fait, c'est quasiment inexploitable, informatiquement. Donc il va falloir qu'on retravaille tout ça. Mais dans l'expérimentation, on a mis une branche professionnelle et on a mis en visibilité deux titres professionnels de branche. Et on a pris aussi des titres du secteur privé, donc l'enseignement agricole privé, parce qu'on voulait mixer certificateur public, certificateur privé et branche. Et on s'aperçoit que la mise en visibilité pour un candidat, elle est essentielle. Donc ça, c'est l'enjeu de la future plateforme demain. Dans le parcours, notamment pour les entreprises, nous avons challengé et nous continuons à le challenger dans l'expérimentation telle que l'a proposé le rapport de Claire, c'est l'approche collective et l'approche individuelle. Et donc sur l'accompagnement, nous challengeons les deux approches, notamment sur les premiers niveaux de qualification, où nous avons augmenté de manière extrêmement significative le nombre d'heures d'accompagnement, puisque un parcours candidat pour un niveau inférieur ou égal au bac sera de plus de 130 heures avec des actes formatifs compris. Ah oui. Mais oui, quand on voit que la durée moyenne des formations financières dans le compte personnel de formation, c'est 67 heures, ça donne une petite idée de ce que vous êtes en train de monter. Alors, ce qui m'amène au troisième temps, et ensuite il y aura la parole à la salle, vous inquiétez pas. Mais j'ai entendu une remarque en disant, mais attendez, est-ce qu'on aura les moyens? Comment est-ce qu'on arrive à passer d'un gap pareil? Est-ce qu'on aura les moyens pour pouvoir conduire une telle transformation? Déjà, les jurys, ça a un coût. S'il faut qu'on certifie 100 000 personnes, comment fait-on? Non, mais pendant que vous papotiez, je parlais des jurys, donc c'est pour dire quoi. On fait comment? Alors, sur les jurys, on a repris bien évidemment les éléments du rapport et aussi ceux de l'IGAS. C'est un point très dur, extrêmement dur. Bah voilà. Donc on va jouer ensemble, et notamment avec les ministères certificateurs. Dans la lettre de couverture, la deuxième lettre de couverture qui nous sécurise sur l'approche de cette VAE renouvelée, la lettre de couverture autorise les certificateurs à innover, en matière de constitution et d'élaboration des jurys. Mais on va pouvoir les rémunérer, les jurys, afin je dirais, de se faire une philosophie sur l'accélération des processus de jury pour passer à l'échelle. C'est-à-dire si on passe de 25 000
à 100 000 parcours, Bah oui. la gestion des jurys telle qu'elle est constituée aujourd'hui, avec des jurys parfois non souverains, des constitutions de jurys qui relèvent de Kafka, par moment, on n'y arrivera pas. Deuxièmement, le financement. Nous avons commencé à mettre une toute petite porte dans le financement des jurys, puisque dans l'expérimentation, nous consacrons 2 heures de financement pour l'obtention du jury. C'est-à-dire que dans le financement du parcours, nous avons ajouté 2 heures pour le financement du jury. Normalement, il devrait y avoir une mission IGAS-IGF qui va être lancée rapidement par la ministre déléguée pour voir ce que coûte, ce que représente dans les ministères certificateurs la VAE, notamment le pilotage et surtout la gestion des jurys, parce qu'on n'a aucun point de vue. L'IGAS n'arrivait pas non plus à produire ce chiffre-là. Et donc l'idée, c'est, le financement des jurys n'est pas mis de côté, il commence à se structurer, mais il y a aussi un objet de transformation relativement importante de constitution même des jurys. Alors ça peut être des choses très basiques sur le type de jury, le nombre de jurys, l'association des professionnels et des formateurs. Ça peut être aussi la méthode de jury. Le ministère du Travail, par exemple, eux font des ateliers de mise en situation pour des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui viennent à la VE. Est-ce que c'est utile que le jury se réunisse autour d'ateliers d'expérience? C'est long, c'est coûteux, etc. Donc l'idée de cette période qui s'ouvre sur la deuxième expérimentation, c'est de renvoyer aux certificateurs la propre organisation des jurys pour passer à l'échelle. Et vraisemblablement que dans le futur texte de loi, il y aura un droit opposable à la tenue d'un jury pour le candidat. Alors, dit autrement, un bénéficiaire déposera son dossier pour certification et il est fort probable qu'il y aura un droit de 2 mois pour obtenir un jury. Waouh! 2 mois? 2 mois. Mais pourquoi? Je vous donne un exemple très simple. 100 000? 100 000. Wow. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, sur le ministère de la Santé, les délais d'obtention des jurys sont de 8 à 10 mois. Nous avons besoin cruellement d'aides-soignantes. Nous avons 6500 aides-soignantes qui attendent une date de jury. D'accord. Et donc, vraisemblablement, qu'il y aura un délai maximum dans le texte de loi pour que le candidat puisse passer son jury. Donc on est dans une démarche d'accélération, de sécurisation toujours encore, en laissant la solution au certificateur de se dire comment je fais pour passer à l'échelle. D'accord. Mais là aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, après vous serez autorisé à poser des questions. Hein. Alors il ne faut pas que ce soit la ruée dans les questions, mais quand même. Alors je finis. J'essaie de faire comme Hugues, on vous laissera 10 minutes. Alors, il ne reste plus que 5 minutes, je termine. Mais ça veut dire quand même, si on veut monter à cette échelle, de commencer à standardiser un peu tout ce processus. Bon, je sais qu'il y a une plateforme qui est prévue, une plateforme numérique qui est prévue pour essayer justement de faciliter, là aussi, de faciliter la dématérialisation du dossier, essayer de gagner sur tout ce qui est l'administration du dossier. Mais il y a aujourd'hui des financeurs, la Caisse des dépôts au titre du CPF, il y a Pôle emploi, les conseils régionaux, Transition Pro, les OPCO, les branches. Ça veut dire que tout le monde va devoir se mettre s'aligner sur ce processus-là, parce qu'il faudra quand même monter à l'échelle. Ou est-ce qu'on est parti pour un dispositif spécifique d'architecture des parcours? Comment concrètement ça se ferait? Alors, d'où la convention avec uniformation. Nous testons. Uniformation est le cheval de Troie de la réforme. Absolument. En réalité. D'accord. Nous testons ce qu'a proposé aussi le rapport, le financement unique. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrête le parcours du combattant, du candidat, pour aller chercher un petit bout de financement au conseil régional, un petit bout de financement chez Pôle emploi, un petit bout de financement dans sa branche, un petit bout de financement sur son CPF et un petit bout de financement sur son argent personnel. Oui, parce qu'il y a du reste à charge. Et du reste à charge. Une réalité, donc, elle est là. L'idée, c'est de tester la logique d'un financement unique, sans aucun statut, peu importe son statut, salarié, demandeur d'emploi. Et donc, ce que nous testons avec Uniformation, l'idée du financeur unique commence à mûrir, et que globalement, il est prévu que nous simplifions aussi le processus de financement, de manière drastique. Parce que là encore, c'était un taux d'abandon de l'ordre de 30 à 40%. Quand nous avons testé sur la première ligne budgétaire, qui était une première petite ligne budgétaire sur la première expérimentation, nous avons eu zéro abandon à cause du financement, puisqu'il était prévu et sécurisé.
D'accord. En fait, j'entends derrière cette idée du parcours professionnel sans couture, qui est aujourd'hui porté par le ministère du Travail, sur d'autres sujets d'ailleurs, pas seulement sur la question de la VAE, mais en fait éviter que les ruptures de statut, qui se traduisent par des ruptures de financeurs, pénalisent des parcours qui s'inscrivent dans une durée plus longue, dès lors qu'on veut une vraie élévation, un vrai accès à une nouvelle éducation, un nouvel espoir professionnel, alors qu'on sait que trop souvent on peut avoir des durées courtes, des parcours hachés. Ok. Donc c'est bien dans cette philosophie-là que vous vous situez en fait. Alors, tout ça, moi j'entends un dispositif de VAE individualisé, utilisant une plateforme numérique. Est-ce qu'on n'a pas un risque de désintermédiation? Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Olivier, quand on voit ce qui s'est passé sur le compte personnel formation, parce que j'ai un peu le sentiment qu'il y a une similitude, non? Alors, ça m'a un peu frappé, c'est vrai. Ça m'a traversé l'esprit. Et c'est vrai que les débats qui sont aujourd'hui en cours sur l'évolution qu'a connue le CPF, sur lequel je vais parvenir, vous êtes tous informés, on voit que la question de la co-construction, elle revient sur la table pour donner du sens à ça. Ouais. Et c'est vrai que, alors à chaque fois je parle des secteurs que je connais, nous aujourd'hui les démarches qui sont faites par les employeurs concourent, alors je ne sais pas si c'est un néologisme permis, mais à l'employabilité de l'employeur, c'est-à-dire la capacité à être un bon employeur. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris tout de suite. Rendre cette démarche extérieure, c'est pas du tout ce qui est entendu, mais en tout cas, il faudra veiller à ce que ça puisse rester dans ce dispositif-là, d'autant que si le financement unique, qui est une marche très importante sur laquelle on peut véritablement se féliciter, parce qu'on a vu, vous savez, qu'il y a eu une expérimentation en cours, de reste qui permet aujourd'hui de financer mieux pour un OPCO, pour une AT Pro, un parcours d'accompagnement VAE, parce qu'au départ, ça finançait, mais pas tout, pas le début, pas la fin, pas le milieu. Bref, aujourd'hui, ça peut être forfaitisé, ça existe, et on voit les effets que ça produit, et je pense que l'expérimentation le confirmera. Après, quand vous êtes sur une démarche, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le coût externe, il y a aussi le coût de la rémunération de la personne lorsqu'elle n'est pas en situation de production. Alors, dans une grande entreprise sur laquelle vous avez des bataillons, ça peut être acceptable. Lorsque vous êtes sur une aide à domicile, lorsqu'elle est en VAE, il faut trouver un remplaçant pour accompagner l'aîné auprès duquel normalement elle intervient. Donc il y a la question du salaire qui restera devant nous, et éventuellement quelques frais de déplacement, ce n'est pas tellement le sujet. On est bien sur ces sujets-là qui sont aujourd'hui adressés par les branches professionnelles, en tout cas celles de mon périmètre, qui vont au-delà des coûts des prestataires, financer l'intégralité des coûts de la rémunération des bénéficiaires de la VAE, des accompagnateurs internes de la VAE. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y aura toujours une question sur comment les branches aussi peuvent accompagner ces dynamiques-là. Et étant entendu qu'il ne faut pas oublier la IVAE, je dis ça parce que vu que je suis président du FOD, du Forum pour le développement des formations digitales, que vous avez un atelier sur la IVAE, c'est un petit moment de buzz, on pense qu'il faut aussi pouvoir investir sur une façon d'accompagner autrement la VAE et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition aujourd'hui pour améliorer justement cette performance. Mais Claire en parlait. Oui, Olivier. Oui, si on pose le problème du financement unique et la logique surtout de parcours, on pose le problème du statut du candidat. Et donc nous challengeons dans la deuxième expérimentation un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ce qui veut dire que on inscrit le candidat dans une logique de parcours, acte d'accompagnement, acte formatif complémentaire, et donc dans la deuxième expérimentation, le salarié sera donc couvert pendant ses heures d'absence. Cela renvoie à la négociation collective, c'est-à-dire que du coup, les partenaires sociaux habituels des conventions collectives vont pouvoir pratiquer un accord, enfin pouvoir négocier éventuellement un accord de maintien ou pas de salaire, de maintien partiel ou total du salaire, premièrement. Deuxièmement, de pratiquer une politique d'abondement, comme on peut le faire sur CPF, sur des catégories de population, de salariés ou de priorités, que le Conseil régional pourra faire la même chose et que Pôle emploi pourra faire la même chose. Ça donne une protection sociale. Le socle commun
le financement unique, majorer un dialogue social dans les branches pour accompagner cela, c'est intéressant. Il y a un petit point que je n'ai pas évoqué qui est fondamental. Parce qu'il faut donner la parole dans un peu à la de salle. parcours, c'est l'entretien post-jury. Oui. Nous allons challenger, nous l'avons fait pour la première expérimentation, le fait que le candidat puisse revoir son architecte de parcours à la fin de l'obtention de son titre ou de son diplôme ou de sa certification partielle. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que tu as loupé ou tu as que 2 blocs de compétences ? Comment on te réinscrit dans une logique de complétude ? Ou alors tu as eu ton diplôme et c'est quoi ton projet demain professionnel dans l'entreprise ? Et donc tous ces problèmes de statut, d'inscription dans un parcours, nous le challengeons et je pense savoir que nous allons gagner ce statut. Très important. Alors, la place aux questions. Je précise tout de suite qu'ils ont accepté de rester avec nous au buffet. Donc voilà, je dis ça comme ça. Voilà, et qu'on a 10 petites minutes pour vous écouter, et qu'ensuite on a des ateliers qui vont approfondir un certain nombre des sujets qui sont évoqués, mais j'en parlerai tout de suite après. Alors, au fond, une première main levée devant une deuxième main levée. Alors la première, au fond. Il y a même Françoise Amat devant après, alors. Hein. Oula. Bonjour, Gonel Kervégan, Université de Rennes 1. Moi, j'avais une question par rapport à la plateforme. De quelle manière le travail qu'on peut déjà mener en tant que conseiller, accompagnateur, certificateur, on pourra être visible directement, en tout cas sur cette plateforme. En fait, voilà, pour illustrer cette question, à l'Université de Rennes 1, on travaille beaucoup avec les conseillers en évolution professionnelle pour justement informer, sensibiliser sur l'aiguillage, et ensuite on prend le relais rapidement pour être dans cette démarche de conseil jusqu'à l'architecture de parcours en travaillant avec les équipes pédagogiques. Donc on est aussi dans cette dynamique d'individualiser les parcours et de les accompagner jusqu'à la certification et aussi post-jury. La crainte ici, effectivement, c'est est-ce qu'on va pouvoir garder ce cheminement qui, pour nous, sécurise vraiment le parcours du candidat. Voilà. Merci. On a une deuxième question. On va prendre 3 questions. Hein. Deuxième question, et ensuite on va les traiter. J'ai pris en note la question, hein, au cas où vous vouliez. Hein. Voilà. Oui, donc, Monsieur Obad de Grenoble, l'Institut national polytechnique de Grenoble. Donc, nous, on est dans le service VAE pour donner des diplômes d'ingénieur. Donc, on a l'étape de recevabilité des dossiers. Donc, le problème pour nous, c'est l'accompagnement avant de dépôt de dossier pour la recevabilité. Parce que ce qu'on remarque, que quand on a une commission de recevabilité, quand on étudie les dossiers, on a presque 50% des dossiers qui ne sont pas recevables. Parce qu'on ne peut pas les recevoir pour, à la fin, leur dire « vous n'avez pas le diplôme ». C'est un diplôme d'ingénieur, et donc on va pas brader nos diplômes. Donc, je voudrais savoir, parce qu'une fois qu'ils sont recevables, les dossiers sont recevables, on fait un accompagnement interne pour amener le candidat jusqu'à la validation totale. Donc, la problématique, quand il y a des problèmes parfois où on a une validation partielle, on accompagne la validation partielle, ce n'est pas un échec, c'est une étape pour amener le candidat à la validation totale. Donc, ma question, comment ça va se faire, l'accompagnement avant l'étape de recevabilité qui vient chez nous? Et par quelle institution va être fait cet accompagnement? C'est le sujet d'ailleurs du projet de loi hein, qui a été déposé, qui finance cette étape amont. 3e question. Allez-y. C'est bon, ouais. Oui, bonjour, Madame Renée Dibois. J'interviens pour le compte d'une branche professionnelle. Et nous avons une question concernant l'idée du financeur unique pour la VAE, du financement unique, excusez-moi. Et qui serait ce financeur? Qui financerait uniquement, entre guillemets, la VAE? Parce que nous, à notre échelle, on a déjà des fonds qui sont fléchés et on a déjà du mal à financer, par exemple, nos certifications et également et vous êtes quelle l'organisation branche? de nos jurys. Nous sommes une branche professionnelle, oui, du régime général de la sécurité sociale. Ah, l'UCANS. Ok, voilà. Ça marche.
Alors, 3 questions. Merci. 3 questions. La crainte sur le job de conseiller et le travail de la plateforme. Comment ce job dans la plateforme est valorisé. Le sujet de l'accompagnement en amont de la recevabilité, en fait, notamment pour des diplômes d'ingénieurs. Et puis, ce financeur unique, mais c'est qui prend le sujet? Les 3 questions? Non, peut-être juste, je commence, mais c'est surtout Ouais. les Olivier qui vont pouvoir compléter sur les 2 premières. La troisième, j'ai pas de sujet, mais sur l'accompagnement, je partir de la deuxième question, mais ça éclairera probablement la première. Ce que vous dites sur le fait que la plupart des gens ne pourraient pas déposer un dossier, enfin, être recevable, passer l'étape de recevabilité. En l'occurrence, nous, et encore une fois, ce n'est que les 3 rapporteurs, nous préconisons que cette étape n'existe pas. C'est-à-dire que l'accompagnement démarre au départ et que, effectivement, si les personnes sont beaucoup trop loin, ce que vous évoquez, beaucoup de personnes veulent déposer le diplôme d'ingénieur, ils sont vraiment trop loin, alors à partir du moment où on les accompagne dès le début, il n'y a plus de sujet, puisque l'accompagnement est de les soutenir vers la certification qui leur correspondra le mieux, qu'elle soit totale ou partielle, comme vous le disiez, mais déjà ça, c'est du vocabulaire de la VAE d'aujourd'hui, et pas ce que l'on préconise dans REVA, où, au contraire, l'idée est de cranter, d'abord, je répète, auditer, lister les compétences acquises, les cranter, les certifier, et pouvoir poursuivre son parcours vers une certification intégrale, totale, le mot est pas adapté. Oui, il y a une dimension orientation, en fait. Du fait, c'est de l'orientation. Pour répondre à votre question, l'idée est justement de ne pas laisser les gens tout seuls déposer un dossier, galérer comme des fous pour le rédiger, etc. Et donc, c'est ce que j'évoquais sur le métier de l'accompagnement, qui est un métier en tant que tel, en tout cas ce que nous souhaitons. Et pour répondre à la demande de Madame, l'idée, un peu comme Calliope, on identifie un cahier des charges avec des objectifs de qualité, on répond au cahier des charges oui, non. Et un accompagnateur, comme vous le faites aujourd'hui, vous êtes accompagnateur sur vos propres certifications, vous resterez accompagnateur sur l'ensemble des certifications. Encore une fois, ce n'est que mon opinion, je ne dis pas du tout que c'est ce qui se dessine, mais l'idée est c'est ce nouveau métier. On le constate en formation, enfin je suis désolée, il y a des organismes de formation qui ont des plateformes et qui ont des bataillons d'accompagnateurs et peu de formateurs, parce que la pédagogie est différente, etc. Donc le métier de l'accompagnement aujourd'hui, on le voit, il sécurise le parcours, il doit pouvoir être de nature à sécuriser le parcours de la VAE, exactement dans la dynamique que vous évoquez. On ne laisse pas la personne toute seule se présenter et puis ensuite, oui, non. On l'accompagne dès le départ sur de l'orientation et une dynamique certifiante. Donc ça veut dire que ça pourrait être vos équipes qui pourront le faire, mais il y aura vraisemblablement une validation préalable, c'est le cas de lire, de qui pourra le faire. Ce que dit... Attends, on ne lève pas la main n'importe comment, on prend une deuxième série de 3 questions. On y va. S'il vous plaît. Ah pardon, excuse-moi Olivier, je t'ai oublié. Pas fini. Voilà. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, et l'instant. je suis à 300% d'accord avec ce que dit Claire, puisque c'est ce qu'on est en train de tester. Nous allons repenser de manière importante ce rôle-là en le plus en amont possible. Donc, pas de problème de sécurisation, et donc effectivement, on n'a pas de sujet. La mise en visibilité est un sujet. Non pas la mise en visibilité des structures d'accompagnement, ça on va le faire très bien, c'est la visibilité, la mise en visibilité des titres et des diplômes et des multiples options, notamment dans l'enseignement supérieur. On a un vrai sujet là-dessus. C'est quoi la subtilité entre un DES, un Master 2 RH de l'Université de Rennes et le Master 2 option je ne sais quoi de l'Université de Lyon. Donc on a un vrai sujet. C'est la mise en visibilité des titres de l'enseignement supérieur. Mais aussi on a un vrai sujet sur les modalités d'accompagnement dans l'enseignement supérieur. Parce que nous considérons vraisemblablement que le travail réflexif, d'écriture, de recherche, écrit, au-delà du bac plus 2, du bac plus 3, du bachelor, est un sujet, est une autre démarche. Donc dans nos là on va le regarder, et nous ferons vraisemblablement des préconisations particulières pour les postes bachelor. C'est pas sec, c'est pas traité, nous le testons, voilà. Donc la mise en visibilité, nous la ferons de manière forte sur l'architecte de parcours accompagnateur, il n'y a pas de sujet. Sur la provisoire, il n'y a pas de sujet. Sur les titres et les diplômes, il nous reste une petite épine assez grosse quand même dans le pied sur les titres et les options, les diplômes, surtout toutes les options d'enseignement supérieur. Et financement unique, le financeur unique, c'est pas tranché ? Financement unique, ce que nous testons avec Olivier Philippe et ses équipes, ça préfigure le lancement unique. Je ne sais pas exactement d'où l'argent va venir, mais il y aura un financement unique a priori.
Ce qui veut dire que pour les branches, l'argent que vous allez pas forcément mettre sur l'accompagnement, vous pourrez le mettre ailleurs, sur le maintien des salaires par exemple, ou sur des compléments de parcours liés à vos politiques emploi-formation de branche. D'accord. Donc vraisemblablement qu'on va réingénieriser ça aussi. Mais la place d'abord aux partenaires sociaux, quand ils auront le texte, c'est toute leur capacité à négocier un accord collectif sur ce point. Deuxième salve de questions. Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport à l'architecte de parcours, vu que son rôle va aussi être d'orienter la personne vers le bon certificateur, est-ce que le certificateur aura la possibilité de refuser un dossier, donc de refuser d'organiser un jury, ou est-ce que l'étape de recevabilité est maintenue, même si c'est sous une autre forme? Je ne sais pas si c'est clair. Je ne comprends pas votre question. Si l'architecte de parcours amène une personne à une certification donnée, est-ce que le certificateur, qui est garant de l'intégrité de la qualification qu'il peut dire non, attendez, le boulot de l'architecte c'est de la merde, je suis pas d'accord, la personne n'est pas bonne. Voilà, c'est exactement ma question. C'est ça, le sujet. Pour le dire autrement, vous avez bien compris. Excusez-moi, je suis un peu direct. Je vais être très clair avec vous. Le dossier de faisabilité tel qu'il est conçu et testé, vous gardez votre possibilité de, entre guillemets, de le considérer recevable ou non recevable. Voilà. Vous le considérez non recevable, à vous de gérer le contentieux. Ouais. C'est-à-dire que la personne risque d'être... bien sûr. Oui. Ouais. Deuxième question. Oui. Bonjour, Christophe Robin, directeur des centres de conseil VAE en Ile-de-France. Oui, je recommence. Christophe Robin, directeur des centres de conseil VAE d'Ile-de-France. Donc à peu près 6 000 candidats chaque année et 65% qui rentrent dans les parcours VAE, pas les 10% que vous avez évoqués. Une question, est-ce que ça ne relève pas d'une utopie que d'imaginer qu'un architecte de parcours puisse guider des candidats sur plus de 15 000 certifications inscrites au répertoire? Et la troisième question, Françoise. Ton micro marche? Si, ça y est. Ah, parfait. Non, mais il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Bon, moi, c'était autour de l'architecte de parcours que je voulais revenir, parce que quand on connaît quand même toute la somme des référentiels qu'il y a, toute la somme des certificateurs qu'il y a, on se dit qu'il a du boulot devant lui, hein. Et en plus, à mon sens, il faudrait qu'ils connaissent donc toutes les certifications. J'ai été contente d'entendre dire qu'il n'y avait pas que les certifications publiques, il n'y avait pas que les CQP, il y avait une tonne, à l'heure actuelle, de certifications d'organismes privés. Alors, rassurez-vous, il y a des référentiels qui tiennent la route quand même, hein, donc, mais c'est quand même une somme de connaissances qui sont énormes. Il y a derrière aussi il faut connaître un secteur quand même. Vous avez dit les filières, vous avez dit les diplômes, les titres, etc., qui peuvent se chevaucher. Enfin, je voudrais pas vous faire un paysage de la certification, y compris par branche professionnelle. C'est quand même coton, hein. Et derrière, il y a quand même les capacités. Si on veut faire de la VAE dynamique, hybride, si je veux dire, il faut connaître aussi les capacités de formation et la manière dont sont organisées les formations derrière, en bloc de compétences, est-ce que ça correspond, en bloc, en module de formation, etc. Donc, moi je trouve que c'est quand même quelqu'un, en même temps c'est très intéressant sur un plan conceptuel, mais c'est quand même quelqu'un qui doit avoir une tête énorme. C'est un super architecte. Autrement, il serait pas architecte. À mon sens, ça va être une certification d'ailleurs, architecte de parcours. Ça me donne une idée pour les titres de la commission. Pour la commission. Le deuxième point, donc, c'est aussi, et c'est un peu une plaisanterie. Je trouve que l'idée d'un financement au parcours, c'est quand même très intéressant. Ça mijote déjà, et il y a déjà des éléments comme de ce type. Mais appeler ça financement de parcours avec le statut de stagiaire de la formation professionnelle, je trouve que c'est presque un grand paradoxe, hein, quand même, parce qu'on a l'impression qu'on revient au stage de formation professionnelle. C'était juste, non mais je comprends bien pour des simplicités. Non mais le statut de stagiaire n'emporte en rien le fait que ce soit du présentiel. Que ce soit des stages. C'est un statut. Mais je trouve que quand même, c'est... Bon, voilà, il y a bien d'autres choses. Alors,
plusieurs questions. La question de la montée à l'échelle et derrière la complexité des certifications. En gros, vous engagez une réforme du processus pour accéder au titre, diplôme ou certification, mais le sujet de la complexité déjà, du foisonnement de titres, il n'est pas traité. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Oui. Déjà, Paris, c'est pas fait en un jour, et Certes. si on commence pas à adresser par quelque chose, on n'y Oui, arrivera on commencera pas du tout. Bon. On est d'accord. Après, cette situation-là, à une autre échelle, elle est aujourd'hui connue par les conseillers en évolution professionnelle. Oui. C'est un vrai métier aussi. Et Claire disait tout à l'heure, l'accompagnement, c'est un vrai métier. C'est-à-dire, on ne prend pas des gens au hasard. Et dans le référencement qu'on a fait pour le compte de cette expérimentation, on s'est bien penché sur cette capacité-là. Et au-delà de... Enfin, on est bien tous d'accord, une personne ne pourra pas tout savoir. Mais c'est un peu l'idée qu'on peut porter. L'espèce de cahier des charges référentiel, on répondra comme on voudra, comme aujourd'hui c'est le cas sur le CEP, pourra, me semble-t-il, utilement prévoir qu'au-delà de la capacité intellectuelle de la personne à accompagner, il est ce réseau qui permette en fait d'être interconnecté avec les différents univers professionnels pour avoir la bonne ressource au bon moment pour pouvoir aider. Pardon Olivier, mais si malgré, c'est pour savoir si je grignote sur le temps du déjeuner en fait là, donc. Grignoter sur le déjeuner. Voilà, c'est normal. Voilà. Une petite minute. Oui, Claire. Je voudrais répondre notamment à Françoise, juste deux choses. Oui, les certifications, elles se sont complexifiées, quelque chose de dingue. Je suis bien placée pour le savoir. En l'occurrence, il y a aussi eu un gros travail sur les blocs de compétences et on voit quand même une lecture un peu transversale par secteur. Donc peut-être, c'est le cas aujourd'hui, vous êtes, vous, accompagnateur de vos certifications, et donc une université ou un organisme de formation ou un spécialiste dans le BTP, on imagine qu'il a quand même une grille de décodage de l'ensemble des certifications. Oui. Bon, premier point d'élément de réponse. Deuxième, quand même, parce qu'on pense que l'accompagnement va être difficile dans cette jungle de certifs, on estimerait qu'il vaut mieux laisser en fait l'individu se débrouiller tout seul, comme aujourd'hui. Je suis provocatrice, mais c'est pour faire écho à ce que dit Olivier. Aujourd'hui, il y a quand même des points relais conseils qui guident et qui apportent un élément d'information. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne part pas de rien. Oui, ça va être difficile, mais le travail sur les certifications, mes oreilles me laissent penser qu'il va y avoir quand même des grilles de décodage, j'espère, en tout cas, des clés de lecture qui simplifieront un petit peu le paysage qui s'est carrément complexifié. Troisième point, et je m'arrête là parce que je n'ai pas de réponse, mais c'est le sujet, et d'ailleurs on l'a pointé, je suis ravie que tu l'évoques, c'est évidemment la réponse de formation. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça n'est rien sans la réponse de formation complémentaire. Et aujourd'hui, très franchement, les enjeux sont énormes. Évidemment, j'appelle de mes voeux, particulièrement dans mes nouvelles fonctions, l'écosystème de formation à y répondre. Je rappelle que la FEST existe et peut se combiner très intelligemment à la VAE aussi, et que quand je parle de monde de la formation, je ne parle pas que des organismes de formation, mais tous les acteurs qui aujourd'hui y concourent et peuvent y répondre. Et c'est le challenge, pour moi, il est là. Alors, voilà. Dernière question, parce que j'avais bridé un tout petit peu. Une dernière question là, et une petite main qui s'est levée. Oula, tout d'un coup, je vais peut-être donner la parole un petit peu aux autres là. Alors, on va pas pouvoir tout prendre. Hein. Donc, première question, il y a un micro encore. Et après, on va devoir arrêter. Je suis désolé, il faut quand même qu'on vous serve à déjeuner. Alors. Oui. Je peux y aller? D'accord. Donc, Sanel Majdoubi, chef de projet OPCO-EP. Moi, c'est une question branche que je voudrais poser. Olivier, vous disiez qu'il y aurait un droit opposable à la tenue des jurys, donc 2 mois. Concrètement, et là je me tourne à l'autre Olivier Philippe, sur justement la gestion de nos branches professionnelles, concrètement, comment vous allez communiquer sur ce droit, du moins sur cette durée des 2 mois, pour l'organisation des jurys, quand on sait aujourd'hui que les branches professionnelles ont aussi des difficultés à tenir leur jury de VAE. Au-delà de la professionnalisation du jury, mais vraiment en termes de délai et de durée. Voilà. Alors oui. C'est vrai qu'il y a un vrai problème sur le vivier des jurys, y compris dans les branches. Je crois qu'en la matière, il faut aussi être imaginatif. Me vient à l'esprit l'initiative qu'a pris le comité de filière petite enfance,
sur lequel il y a une branche qui est chez vous, qui a entrepris une grande campagne de référencement national de toute personne pouvant participer à des jurys. Et c'est même très pratico-pratique, il y a même un référencement des lieux qui peuvent mettre une salle à disposition. Donc tout n'est pas nécessairement dans la loi, dans les décrets, il y a aussi faire confiance aux acteurs de terrain. Après, si demain, une condition pour avoir un titre, un diplôme, une certification enregistrée au RNCP, c'est la capacité à pouvoir tenir un délai de 2 mois, mais je pense que ça éclaircira un certain nombre d'autres sujets. D'accord. C'est vrai que c'est important. Sur ce point-là, c'est assez important le délai. Je ne sais pas ce qui sera retenu dans le texte, c'est 2 mois, 3 mois, en tout cas, ce sera un délai. Parce que ce qui est vécu aujourd'hui, c'est pas acceptable. Dans le rapport Rivoire-Guéchat-Soubien, il y avait notamment la mutualisation de jury et l'idée de laisser aux certificateurs de prendre l'initiative, de créer des jurys de filière, de créer des jurys partagés intercertificateurs, de faire des jurys distanciels, de partager des jurys d'une région à l'autre. Nous l'avons testé avec des moyens de visio. Moi, j'ai des candidats de Lyon qui ont fait leur jury à Lille, ça n'a posé aucun problème au jury. Donc, il y a plein de solutions. Et l'idée de la Première ministre, enfin maintenant l'actuelle ministre, la Première ministre qui était à l'époque ministre du Travail, est de dire laissons les certificateurs s'organiser, réfléchir sur comment ils transforment leur organisation sans dénaturer le diplôme et le fait qu'il y ait un jury. Alors deux dernières questions tout au fond. Oui, Madame. Oui. Et après c'est fini. Je garantis après. Je voudrais rebondir sur, alors déjà sur la notion d'expérimentation. Certaines régions et notamment la Bretagne ont beaucoup expérimenté et ont beaucoup expérimenté sous l'égide d'un com VAE. Donc on a pu faire beaucoup de choses et notamment parler de ce fameux architecte de parcours. Donc sous un vocabulaire un peu différent. À l'époque, on parlait d'interlocuteur unique justement pour simplifier. Et on a vu toute la difficulté. Et je voudrais souligner que la difficulté, c'est de connaître effectivement l'ensemble des certifications, etc. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, mais pour montrer que c'est très compliqué et que tous les acteurs bretons à l'époque sont mis autour de la table, les certificateurs, les PRC. Alors les points relais conseils, pour les avoir formés pendant de nombreuses années, avaient toujours la réticence à dire bah oui, moi je connais pas l'ensemble des certifications, je suis toujours très gênée, parler de la VAE c'est toujours très compliqué. Donc je pense que sur le papier, c'est vrai que l'architecte de parcours, enfin c'est le miracle en fait. Du côté opérationnel, enfin j'ai un petit doute. Mais moi je voulais revenir sur autre chose, alors qui n'a rien à voir pour le coup. C'est par rapport au changement un petit peu de paradigme. Là on parle de parcours, on parle beaucoup de VAE hybride. Nous on parlait de VAE mixte à l'époque, on a mis en place une expérimentation. Et là j'ai l'impression qu'on oublie l'entrée dans la VAE, on va dire initiale, qui était d'obtenir un diplôme, une certification, en passant devant un jury, en faisant valider ses compétences dans sa totalité. On n'en parle plus, on oublie ça. Et c'est vrai que nous, on a eu quand même des candidats à qui on avait présenté une VAE, qui partait sur un parcours de montage de dossier, etc., et qui avait une VAE partielle. Ils étaient extrêmement déçus. Alors comment vous allez communiquer désormais sur sa notion de parcours en direction du candidat, en lui disant vous allez vous monter un dossier, vous allez suivre un parcours, alors pourquoi pas de bloc, d'AFES. Moi je suis assez convaincue, il n'y a pas de souci, mais comment vous allez entre guillemets vendre ça au candidat qui va se dire oh là c'est peut-être un peu long, est-ce que j'y vais? Parce que est-ce que vous allez passer de 30 000 à 100 000 VAE, un petit peu comme ça. Ouais, et une dernière question, et ensuite il faut que je récupère les micros. Parce que sinon on va se faire arracher les cheveux par la restauration. Bonjour à tous, merci pour cette présentation qui laisse quand même entrevoir une situation assez compliquée. Alors, je travaille à l'école des études en sciences sociales et nous avons ouvert le doctorat à la VAE. Vous me direz, le doctorat, ça doit être 0,0000, je ne sais pas combien des diplômes décernés par la VAE, mais parfois c'est bien de prendre les extrêmes pour voir des problèmes qui posent. Or, je ne vois pas comment nous pouvons nous retrouver dans une situation où on permet à quelqu'un de présenter un dossier pour un doctorat en sciences sociales
sur lesquels on n'a pas le droit de refuser parce que sinon on se retrouve devant un jury et qui finalement la seule solution pour ne pas donner un diplôme, parce que je vais vous dire, hein, c'est pas tout le monde qui demande un doctorat qui a les qualités pour l'avoir. On va faire un jury pour ne pas lui donner un doctorat. Donc, si c'est le panorama que vous nous présentez là, je crois que la seule solution sera celle de fermer le doctorat à la VAE. Non mais je crois, madame, que... Merci. Alors, allez-y. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris, madame. Ouais. On n'a jamais dit ça. Je vous rappelle que il reste une étape d'abord de recevabilité. On a supprimé l'ensemble des formulaires administratifs et des preuves pour le remplacer par un entretien et un positionnement d'une durée de plusieurs heures pour émettre un avis de faisabilité sur lequel le certificateur mettra ou pas sa recevabilité. Donc le certificateur, pour l'instant, garde son étape de recevabilité. Donc si le certificateur considère qu'il n'y a pas le vécu expérientiel, qu'il n'y a pas le niveau d'expérience, ça ne pose aucun problème. Vous maintiendrez cette étape de recevabilité. Sur les validations totales, bien sûr que notre objectif, c'est d'amener le plus de candidats en validation totale. D'ailleurs, dans la première expérimentation, nous avons eu 86% de certification, dont 68% de certification totale. Donc il n'y a pas de sujet. La certification totale reste un objectif. N'oublions pas quand même que nous portons les valeurs de cette réforme, plutôt aussi, d'abord, pour les premiers niveaux de qualification sans diplôme, sans titre, sans rien, qui ont une vraie expérience professionnelle. Donc nous jouons sur les deux tableaux, les premiers niveaux et les doctorants. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous tous. Débat animé, mais c'est normal, on est sur la suite, encore des zones d'ombre, mais j'espère des éclaircissements pour vous tous. Bien, avant que vous le sauviez, un instant. Je vous rappelle que vous avez des ateliers cet après-midi. Vous avez tous eu la plaquette. Il y a l'endroit où se tient l'atelier. Vous pouvez vous y rendre. En fonction des sujets qui ont été évoqués, on va pouvoir approfondir ces différentes questions.